Je me tenais dans la chambre exiguë, la faible lumière de la lampe de chevet jetant une pâle lueur sur le visage de Megan. Ma femme. Je suis André Brox, 35 ans, électricien en Californie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme, presque en chuchotant. Megan, je dois partir d'urgence pour un voyage de travail de quelques jours. Pendant mon absence, peux-tu m'aider à prendre un peu soin de maman? Juste lui préparer quelques repas simples et faire un peu de ménage. Ce n'est pas grand-chose. J'ai regardé dans ses yeux, espérant voir un signe de tête, un sourire, ou du moins une certaine compréhension. Ma mère, Veta Brox, 62 ans, était clouée au lit depuis des jours. Elle avait une forte fièvre et était si faible qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir seule. J'avais été à ses côtés tout le temps, lui préparant de la bouillie, lui donnant ses médicaments, la lavant, tout seul. Maintenant, avec un appel d'urgence de mon manager concernant un incident majeur à la centrale électrique, je n'avais pas le choix. Je croyais que Megan comprendrait. Nous étions mari et femme. Il s'agissait de la famille. Elle le ferait, n'est-ce pas? Mais Megan est restée assise sur le lit, faisant défiler son téléphone. Puis elle m'a regardé avec des yeux froids et sans émotion. Elle a parlé d'un ton plat, comme si elle déclinait une invitation à prendre un café. Non, ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis pas obligé de prendre soin de ta mère. Je me suis figé. C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée dessus, s'infiltrant directement dans mon cœur. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je balbutié, essayant de me convaincre que j'avais mal entendu. Mais Megan a continué, sa voix toujours calme. Je ne vais rien cuisiner ni nettoyer non plus. C'est son devoir, pas le mien. Ça n'a rien à voir avec moi. Mon cœur battait furieusement. Le sang m'est monté à la tête. Pendant des jours, alors que maman était malade, j'avais tout géré seul, me lever tôt pour préparer de la bouillie, rentrer à la hâte à midi pour changer ses couches, rester éveillé toute la nuit pour lui donner ses médicaments. Et Megan, elle n'avait pas une seule fois demandé comment allait maman. Elle n'était même pas entrée dans sa chambre pour voir comment elle allait. Je ne pouvais plus me retenir. Le ressentiment a explosé et ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Qu'est-ce que tu dis, Megan? J'ai pris soin de maman tout seul ces derniers jours, et tu n'as pas aidé une seule fois. Tu es ma femme. C'est notre famille. Megan a détourné la tête avec défi, ses yeux d'un froid glacial, son ton cruel et provocateur. C'est ton problème. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une vieille femme malade qui ne peut même pas sortir du lit. Chaque mot me transperçait comme une lame froide, droit au cœur. J'ai pris une inspiration brusque, essayant d'empêcher ma voix de se briser, mais elle tremblait de rage et de désespoir. Je viens de recevoir un appel de mon manager. Il y a un incident majeur à la centrale électrique. Je dois y aller tout de suite et je ne serai peut-être pas de retour avant des jours. Je n'ai pas d'autre choix, Megan. S'il te plaît, juste pour quelques jours, je t'en supplie. Megan a laissé échapper un rire sarcastique et a jeté son téléphone sur le lit avec irritation. Tu es toujours comme ça. Dès qu'il y a un problème, tu utilises ta mère comme excuse. Ton travail, ta mère. Débrouille-toi tout seul. N'attends rien de moi. J'ai fait un pas en avant, le cœur battant violemment, la voix presque étranglée. Je ne te demande rien qui dépasse tes forces. J'ai juste besoin que tu sois une femme, que tu aies ne serait-ce qu'un peu d'humanité, Megan. Elle a croisé les bras sur sa poitrine et m'a fixé de ses yeux glacials. Tu te trompes. Je t'ai épousé. Ça ne veut pas dire que je dois me sacrifier pour ta famille. À cet instant, tout s'est brisé. La rage a déferlé de manière incontrôlable. Mes poings se sont serrés si fort qu'ils en tremblaient. Dans un accès de fureur aveugle, j'ai levé la main. La gifle sonore et retentissante a résonné dans la pièce étouffante. Megan s'est tenue la joue, les yeux écarquillés de choc. Je suis resté figé un bref instant, stupéfait par mon propre geste, respirant lourdement, le cœur battant comme s'il allait éclater. Puis je me suis précipité en avant, la voix rauque de colère. Ça suffit. À partir de maintenant, ma mère ne restera pas une minute de plus dans cette maison. Megan a perdu les pédales. Elle a bondi comme si elle était en feu, hurlant des jurons venimeux. Espèce de salaud. Tu oses me frapper. Et cette vieille sorcière, elle ne fait que rester couchée là, à être un fardeau pour tout le monde.
Je vous déteste tous les deux. Ces insultes fusaient comme des couteaux, me tranchant, moi et la mère allongés dans la pièce voisine. J'ai entendu chaque mot clairement, mais je n'ai plus répondu. Je me suis retourné brusquement et j'ai quitté la pièce en trombe, tremblant violemment. Mon cœur battait la chamade, mon esprit tournait, et une seule pensée subsistait, je devais sortir ma mère de cet endroit, tout de suite. Je suis allé directement dans la chambre de maman. Elle gisait là, frêle sous la fine couverture, respirant faiblement. Je me suis assis doucement à côté de son lit et j'ai pris sa main. « Maman, nous partons. Je t'emmène loin d'ici ce soir. » Veta a ouvert les yeux, lasse et pleine d'inquiétude. Elle a serré ma main fermement, sa voix faible. « André, n'en fais pas toute une histoire. J'ai peur que tu perdes ton travail, que tu perdes ta famille à cause de moi. Laisse-moi simplement rester ici. Va travailler. » J'ai secoué la tête, les larmes me montant aux yeux. « Non, maman. Je ne peux pas te laisser ici une minute de plus. Mégane. Elle ne nous mérite pas. Allons-y, l'air dans la maison est devenu glacial. » Le vent hurlait à l'extérieur de la fenêtre comme pour présager d'un tournant irréversible qui venait de commencer. J'ai aidé ma mère à se lever, remplie de détermination, mais aussi saisie par la peur de ce qui nous attendait. Nous sommes sortis de la chambre, descendant le couloir noir où les ombres semblaient murmurer des avertissements. Mégane était toujours dans la chambre. Ses jurons résonnaient à travers le mur, mais je les ai ignorés. Nous avons atteint la porte d'entrée et le vent de la nuit s'est engouffré comme pour nous presser de partir plus vite. J'ai aidé maman à monter dans la voiture avec précaution, l'installant sur le siège passager incliné et ajustant sa position pour qu'elle puisse respirer plus facilement. Elle a toussé faiblement plusieurs fois, chaque toux me tordant le cœur. J'ai bien bordé une couverture supplémentaire autour d'elle, la remontant jusqu'à son menton, puis j'ai doucement fermé la porte. Le moteur a rugi, brisant le lourd silence. Nous nous sommes éloignés de la maison sans un mot, nous dirigeant vers une destination inconnue. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la maison disparaître dans l'obscurité. Un sentiment étrange m'a envahi. La liberté mêlée à une peur écrasante. Où irions-nous maintenant? L'argent était rare et maman était gravement malade. L'anxiété m'a fait serrer le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mes yeux fixaient la route sombre devant moi. La voiture roulait dans les rues désertes de la Californie nocturne. Les lampadaires jaunes se reflétaient sur le pavé luisant de pluie. J'ai jeté un coup d'œil à maman. Elle essayait de dormir, mais sa respiration restait laborieuse. Soudain, je me suis souvenu du travail. Je devais appeler mon manager et demander un congé d'urgence. Je ne pouvais pas les laisser penser que j'étais parti sans rien dire. Je me suis garé, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro. Patron, c'est André. Ma mère est dans un état critique. J'ai besoin de quelques jours de congé pour m'occuper d'elle. Je reviendrai dès que possible. La voix de mon manager est sortie, aussi bourrue que d'habitude, mais plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Il m'a coupé la parole avant que je puisse m'expliquer. André, je suis extrêmement déçu de toi. C'est un contrat majeur. Nous sommes en crise et tu demandes un congé maintenant. Tu nuis gravement à toute l'entreprise. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il a continué, son ton final est impitoyable. Tu es viré, avec effet immédiat. Ne m'appelle plus. J'ai essayé de protester, de lui rappeler tous les services d'urgence que j'avais toujours assurés, que je n'avais jamais demandé de congé auparavant. Mais la ligne s'est tue avec un bip froid. L'appel s'est terminé en un instant, comme un dernier coup de couteau au cœur. Je suis resté assis, figé, stupéfait, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon visage s'est raidi de choc et d'impuissance. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable. J'avais perdu mon emploi. Notre seule source de revenus, mon salaire mensuel, envolé en un clin d'œil. Et maintenant? Loyer, médicaments, nourriture. Tout s'est effondré sur moi comme un déluge. Veta a tourné la tête faiblement et m'a regardé, ses yeux remplis d'inquiétude et de pitié malgré sa propre fragilité. Elle a demandé doucement, la voix tremblante, « Fils, que s'est-il passé? Pourquoi ton visage est-il si pâle ?» J'ai serré les lèvres, retenant la vague d'émotion et j'ai réussi à esquisser un sourire crispé. « Ce n'est rien, maman. Juste un petit problème de travail. Je vais arranger ça. » Mais mon sourire était tordu,
et elle le savait. Elle n'a rien dit de plus. Pourtant, son regard me suivait en silence, plein de chagrin. Elle comprenait, comme elle avait toujours compris son fils, que je venais de perdre le travail qui était notre seule bouée de sauvetage. L'air dans la voiture est devenu encore plus lourd, brisé seulement par le ronronnement du moteur et le vent hurlant contre les vitres. La voiture a continué à traverser des routes sombres en direction du vieux quartier des pensions de famille en périphérie de la ville où j'avais vécu étudiant. Les lampadaires étaient rares. L'obscurité semblait prête à nous engloutir. Je me suis arrêté devant une rangée de pensions délabrées, leurs murs tachés et inégaux, les toits en tôle rouillée cliquetant au vent. J'ai sauté de la voiture et je me suis précipité à la réception où le propriétaire âgé somnolait. « J'ai besoin d'une chambre pour ce soir, s'il vous plaît », ai-je dit d'urgence. Il m'a jeté un regard étrange mais m'a remis une clé après que j'ai payé en espèces, le dernier argent de mon portefeuille. Après avoir rempli les formalités, je suis retourné à la voiture et j'ai sorti Veta. Elle semblait effroyablement légère dans mes bras. Je l'ai amenée dans la chambre exiguë et moisie et je l'ai allongée sur le lit simple et dur. J'ai ajusté l'oreiller, j'ai remonté la couverture, puis je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a fait un faible sourire reconnaissant avant de tomber rapidement dans un sommeil profond et épuisé après des jours de maladie et le voyage soudain de minuit. Je suis resté assis là, lui tenant fermement la main, des vagues de vide, d'impuissance et de peur déferlant sur moi. La pièce était noire, à l'exception de la faible lumière de la rue filtrant à travers les rideaux fins. Comment allions-nous survivre? Pas de travail, pas d'argent, et maman si malade. Mon cœur battait la chamade, mon esprit tournait. À ce moment-là, de vieux souvenirs ont refait surface de manière incontrôlable, comme une vieille bobine de film tournant à l'envers, me ramenant dans le passé, où nous n'étions que nous deux, l'un sur l'autre. Je m'en souviens clairement. Quand j'avais 6 ans, mon père nous a quittés pour sa maîtresse. C'était un matin pluvieux. Il est parti avec sa valise sans se retourner. J'en ai marre de cette maison, a-t-il dit froidement à maman. Il nous a laissés dans une maison vide, ensevelie sous des dettes de jeu. J'étais trop jeune pour tout comprendre. Je ne savais que pleurer quand j'ai vu maman s'effondrer sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Elle m'a serré fort et a chuchoté, « C'est bon, mon fils. On s'en sortira. » À partir de ce jour, maman a tout porté seule. Le jour, elle travaillait dans une usine de confection, les mains calleuses à force d'aiguilles et de fils. La nuit, elle prenait le linge des voisins, peu importe le temps ou sa maladie. Certaines nuits, elle avait une forte fièvre, mais restait assise à coudre jusqu'à tard juste pour m'acheter du lait. Elle était à la fois une mère douce qui me caressait les cheveux chaque soir et me racontait des contes de fées pour m'aider à dormir, et une figure paternelle forte qui m'apprenait à réparer les choses et à me relever après être tombé. « Tu dois être fort, André, disait-elle, sa voix chaude mais ferme. Ne laisse jamais personne te briser. » Elle m'a tout appris. Comment être poli avec les voisins, comment garder la tête haute dans les difficultés, comment s'élever par ses propres efforts. L'argent peut se perdre, mais le caractère dure pour toujours, me rappelait-elle toujours. J'ai grandi vite dans cette frugalité. À 10 ans, j'aidais déjà aux tâches ménagères, j'allais au marché, je faisais des petits boulots pour de l'argent de poche. Nos repas étaient simples. Du pain avec des légumes, de la bouillie claire, mais toujours remplie de rire. Juste nous deux, nous appuyant l'un sur l'autre au fil des ans. Pauvres mais paisibles, durs mais chaleureux. Les nuits de pluie, nous nous asseyions près de la fenêtre. Elle me tenait dans ses bras et me parlait de son rêve, une vie meilleure pour moi. Mais tout a commencé à s'effondrer quand je suis tombé amoureux de Megan. Nous nous sommes mariés rapidement. Je l'ai ramenée à la maison en pensant que j'apportais le bonheur. Au lieu de cela, la maison autrefois paisible est progressivement devenue étouffante, froide et fracturée au-delà de toute réparation. Megan ne s'est jamais entendue avec maman. De petits conflits se sont transformés en tempêtes. Maintenant, assis dans cette chambre de pension, tenant la main de maman, j'ai réalisé que ce passé chaleureux était menacé. La peur de l'avenir me tenait éveillé. Je suis resté assis là, écoutant sa respiration, priant pour un miracle. Je me souviens des premiers jours avec Megan aussi vivement que si un film au ralenti se jouait dans mon esprit en cette nuit silencieuse. C'était un après-midi ensoleillé en Californie. Après avoir terminé mon service, je me suis arrêté dans un petit café en bord de route pour acheter du café à rapporter à maman. En faisant la queue, j'ai vu la fille devant moi faire tomber son téléphone. Je me suis penché, je l'ai ramassé et je le lui ai rendu.
Megan s'est retournée pour me remercier. De longs cheveux brillants, un sourire radieux, d'une beauté et d'un charme stupéfiant. J'ai été momentanément abasourdi. Elle était confiante, glamour dans des vêtements de marque, portant un sac à main de luxe, et parlait avec le charme sans effort d'une star de cinéma. J'ai été instantanément séduit, si aveuglé que j'ai négligé tout ce qui concernait son vrai caractère. À ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était une femme parfaite qui pouvait combler le vide de ma vie monotone, travail, retour à la maison chez maman, répétition. Je suis Megan. Et vous, a-t-elle demandé de sa voix douce comme du miel. Et à partir de cet instant, nous avons commencé. La période des fréquentations ressemblait à un rêve. Megan était toujours affectueuse, attentive aux moindres détails. Elle préparait des repas simples mais délicieux, envoyait des textos affectueux toute la journée et m'emmenait à des rendez-vous romantiques à la plage qui m'ont convaincu que j'avais trouvé la femme idéale pour fonder une famille. Tu es tout pour moi, me chuchotait-elle dans des étreintes serrées, et je la croyais complètement. Je lui ai parlé de maman, de nos années difficiles, et elle a écouté, hoché la tête, a même essuyé des larmes. Je promets de l'aimer comme ma propre mère, a-t-elle juré, et mon cœur a fondu. Comment pouvais-je savoir que tout cela n'était qu'une comédie? L'excitation que je ressentais à l'époque était une joie pure, pas un avertissement de la tempête à venir. J'ai épousé Megan avec la foi absolue que nous prendrions soin de Veta ensemble, la récompensant pour toutes les années qu'elle avait sacrifiées pour moi. Le jour de notre mariage, sous un soleil éclatant, j'ai regardé maman assise au premier rang, les yeux brillants de bonheur. Nous serions heureux. Maman pourrait enfin se reposer et notre famille serait complète. Mais la réalité était bien plus cruelle. Les choses ont commencé à mal tourner dès que j'ai suggéré que nous vivions avec maman après le mariage. Nous étions assis sur le canapé, planifiant notre nouvelle vie, quand j'ai dit, chérie, emménageons avec maman. D'accord? Elle est seule depuis si longtemps. Je veux prendre soin d'elle. Megan ne s'est pas opposée ouvertement, mais ses yeux se sont visiblement refroidis. Son sourire a disparu et la réticence se lisait dans la façon dont elle serrait les mains. Si c'est ce que tu veux, je n'ai aucune objection, a-t-elle répondu platement, faisant semblant d'être d'accord. J'ai pensé qu'elle était juste fatiguée. Je n'ai pas réalisé que c'était la première fissure. Dès le jour où nous avons emménagé avec maman, Megan n'a jamais levé le petit doigt dans la maison. Chaque jour, elle rentrait de son travail de bureau dans une petite entreprise, s'étalait sur le canapé à regarder la télé avec les pieds sur la table, ou faisait défiler sans fin son téléphone, laissant tout le nettoyage et la cuisine à Veta. Je rentrais épuisé de mon service et je trouvais maman courbée dans la cuisine, balayant le sol, l'odeur de soupe au poulet mijotant flottant de la marmite. « Maman, repose-toi. »« Laisse-moi faire, » disais-je. Mais elle secouait la tête. « Repose-toi, mon fils. J'ai l'habitude. » Megan restait assise là, comme si la maison était un hôtel et maman la femme de chambre. Mon cœur a commencé à me faire mal, mais je me suis dit, elle est encore en train de s'adapter. Elle changera. Par amour pour moi, craignant que je ne travaille trop dur et terrifié de causer des frictions entre mari et femme, Veta a tout fait en silence. Nettoyage, courses, cuisine, lessive. Elle se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner, balayait, lavait les vêtements, et n'avait toujours pas de repos à la tombée de la nuit. Certains jours, elle était épuisée, toussant à cause de la poussière. Pourtant, elle souriait. « Je suis encore forte. Ne t'inquiète pas trop. » Ça me brisait le cœur de la voir, mais je n'osais pas dire grand-chose de peur de mettre Megan en colère. Tout se répétait jour après jour, dans l'endurance silencieuse de maman et mon propre silence douloureux. Je m'en voulais. Pourquoi ne suis-je pas plus fort? Pourquoi la laisse-je souffrir? Un malaise croissant s'est insinué, comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Un jour, je suis rentré plus tôt que d'habitude parce que mon service s'est terminé de manière inattendue. Je suis entré et je me suis figé. Veta était penchée, essuyant le sol, le dos voûté, respirant lourdement, la sueur coulant sur son visage, tandis que Megan regardait la télé sans un regard, le rire bruyant de l'émission me crispant les oreilles. La colère a flambé dans ma poitrine comme un feu. « Megan, peux-tu mettre la télé en pause et aider maman à nettoyer le sol ?» Elle est épuisée, ai-je dit directement, essayant de rester calme. Megan a juste jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. Je suis au milieu d'une émission. Elle peut le faire elle-même. Si ennuyeux. Puis elle s'est levée,
est entré dans la chambre et a claqué la porte, laissant Veta seule dans le salon vide, un chiffon toujours à la main. Maman m'a regardé avec un sourire triste. Ce n'est pas grave, mon fils. Ne sois pas en colère contre elle. J'ai presque fini. J'ai dégluti difficilement, étouffant de ressentiment, mais je n'ai pas suivi Megan. Je voulais crier, mais je me suis retenu, terrifié que tout s'effondre. Une autre fois, Veta a passé toute la soirée à cuisiner, les mains tremblantes en coupant les légumes et en faisant mijoter la viande pour un repas de famille. Quand la nourriture parfumée a été servie, je me suis assis avec un sourire las. Megan a goûté quelques bouchées, a posé sa cuillère et ses plaintes sans détour, c'est si fade. Comment cuisinez-vous, maman? Ce n'est pas du tout à mon goût. Veta s'est figée à côté de la table, le visage pâlissant, les mains agrippant son tablier. Mon cœur s'est senti écrasé. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai élevé la voix pour défendre maman. Megan, qu'est-ce que tu dis? Maman a travaillé dur pour cuisiner et tu critiques comme ça. Mais Megan a soufflé, a secoué la tête et s'est éloignée. Je suis juste honnête. Tu prends toujours le parti de ta mère. Je vais me coucher. Elle a clairement montré son défi et a claqué la porte de la chambre. Je suis resté à table, tenant maman. Ne sois pas triste, maman. Elle est juste un peu têtue. Maman a seulement secoué la tête. Ce n'est pas grave, mon fils. J'ai l'habitude. J'ai essayé de parler à Megan d'innombrables fois, doucement à côté de l'oreiller. Chérie, s'il te plaît, aide un peu maman. Elle vieillit. Fermement, tu ne peux pas continuer à agir comme ça. C'est la responsabilité de la famille. J'ai essayé de maintenir la paix en lui achetant des cadeaux en échange d'un changement. Parfois, j'ai été obligé de parler durement pendant les disputes. Tu es trop égoïste, Megan. Je n'en peux plus. Chaque fois, elle marmonnait simplement un accord, hochait la tête. Oui, je vais essayer. Mais n'a jamais changé. Elle continuait de s'allonger sur le canapé, de critiquer, d'ignorer tout. Ma colère s'est accumulée, attendant l'explosion inévitable. Chaque fois que la tension montait entre nous, Veta était toujours celle qui faisait la médiation, m'exhortant à être patient. Fils, supporte-le pour la paix de la famille. Je peux le gérer. Je veux juste que nous restions ensemble. Elle n'arrêtait pas de me dire de ne pas laisser sa présence gâcher mon mariage. Même si c'était elle qui souffrait le plus, endurant les plaintes et les regards méprisants, ses paroles ne faisaient que me tourmenter davantage, déchiré entre un amour insupportable pour ma mère et la culpabilité de ma propre impuissance dans ma propre maison. Pourquoi ne l'ai-je pas protégée plus tôt? Me demandais-je chaque nuit, allongé à côté de Megan, mais rempli de regrets. La maison autrefois chaleureuse était devenue une prison, et je me sentais complètement perdu. La réalité m'a ramené. J'ai regardé la main frêle de maman dans la mienne. De profondes rides et des callosités dues à des décennies de travail acharné. Aujourd'hui avait finalement dépassé toutes les limites de l'endurance. Toutes les fois où j'avais ravalé ma colère avaient maintenant forgé une décision irréversible. Même si je perdais mon emploi, même si nous n'avions plus rien, même si nous devions recommencer à zéro, je ne pouvais pas laisser maman être blessée un jour de plus. Au fond de mon cœur, un choix était maintenant gravé dans la pierre. À partir de ce moment, ma seule priorité serait de protéger ma mère, quel qu'en soit le coût. La chambre de pension était noire, le vent hurlant à l'extérieur de la fenêtre, mais cette résolution brûlait comme une flamme chaude en moi. L'avenir était incertain et terrifiant, mais j'étais prêt à y faire face. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à courir partout, à la recherche de n'importe quel travail qui pourrait rapporter de l'argent pour nous faire vivre tous les deux. À l'aube, avant même que le soleil ne se lève, je me levais, j'enfilais ma vieille veste et je partais dans les rues animées de Californie. J'ai erré de chantier en chantier, demandant au contremaître du travail d'aide. Je me suis arrêté dans des cafés, suppliant pour être serveur, j'ai même postulé dans des supermarchés pour des postes d'entrepôt. Je prends n'importe quoi tant que ça paie à la semaine, ai-je dit au propriétaire d'un petit garage de réparation automobile, la voix pleine d'espoir. Il a secoué la tête. Désolé, nous sommes au complet. Un endroit après l'autre, mes jambes sont devenues engourdies de fatigue, mais je n'ai pas arrêté. Chaque rejet me tordait le cœur, en pensant à maman allongée dans cette chambre de pension exiguë, attendant que je rentre avec un maigre sac de courses. L'anxiété a surgi. Trouverai-je du travail aujourd'hui ou aurions-nous faim? J'ai serré les dents et j'ai continué.
Pendant la journée, je me suis précipité d'un petit boulot à l'autre. Heureusement, j'ai réussi à trouver un travail temporaire de réparation électrique avec une petite entreprise. Le salaire était bas, mais suffisant pour acheter du lait et des médicaments pour maman. La sueur coulait sur mon visage sous le soleil brûlant, mes mains noires de graisse, mais je ne me suis jamais plaint. Le soir, je retournais auprès de Veta dans notre minuscule chambre de pension. Je cuisinais, je m'occupais d'elle et je lui donnais ses médicaments moi-même. J'ai appris à faire de la bouillie de riz fine, en ajoutant quelques légumes pour la nutrition, puis je m'asseyais près du lit, une cuillère à la main, pour la nourrir. « Mange, maman. »« Je deviens plutôt bon à ça, » disais-je, forçant la gaieté pour qu'elle sourie. Elle avalait avec difficulté, mais ses yeux s'illuminaient. « Tu travailles trop dur pour moi. »« Merci, mon fils. » Ces moments réchauffaient mon cœur et faisaient disparaître l'épuisement. La santé de maman s'est lentement améliorée, petit à petit. La fièvre a progressivement baissé. Elle pouvait maintenant s'asseoir contre le mur pour manger. Parler avec moi. D'être complètement clouée au lit, elle a recommencé à rire et à raconter de vieilles histoires. Même si sa voix était encore faible. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, disait-elle en me caressant doucement les cheveux. La voir se rétablir jour après jour me remplissait à la fois de joie et de chagrin. Cela me rappelait à quel point ma décision de l'emmener avait été juste. Si nous étions restés avec Megan, que lui serait-il arrivé? La pensée de ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas agi me faisait frissonner. Elle était en vie. Elle souriait. C'était tout. Pendant tout ce temps, Megan n'a pas appelé une seule fois. N'a pas envoyé un seul texto. N'a jamais demandé comment allait maman. Ne s'est jamais excusée, n'a jamais montré la moindre inquiétude. Mon téléphone est resté silencieux comme si elle n'avait jamais existé. Son silence a clairement montré qu'elle se croyait toujours la victime et que maman et moi étions les fautifs. Pense-t-elle vraiment qu'elle est la victime, me demandais-je chaque nuit, l'amertume inondant ma poitrine. Pas un mot sur la maladie de maman, pas une excuse pour les choses venimeuses qu'elle avait dites. Ce silence coupait comme un couteau, mais il m'a aussi réveillé. Ce mariage était mort depuis longtemps. Un jour, après un service épuisant, j'ai décidé de retourner à l'ancienne maison pour récupérer d'autres vêtements et des documents personnels. Mon cœur battait la chamade en y allant, anxieux de ce que je pourrais trouver. J'ai ouvert la porte et je me suis figé comme si j'avais été frappé par la foudre. Le salon était jonché de restes de nourriture. Des boîtes de pizza détrempées, des sacs de chips, des canettes de bière roulant sur le sol. L'odeur d'alcool rassis et de nourriture froide m'a frappé comme une vague, me retournant l'estomac. La maison qui avait été autrefois propre et chaleureuse était maintenant une décharge, méconnaissable depuis les jours où maman y vivait encore. Je suis entré dans la chambre et la vue m'a serré le cœur. Megan gisait là, ivre, les cheveux en désordre, les vêtements froissés, la lampe de chevet projetant des ombres sur son visage épuisé et dissolu. Des bouteilles d'alcool vides gisaient à côté du lit. Elle ronflait bruyamment. Je suis resté figé, la rage montant. C'était la maison de maman, maintenant transformée en lieu de fête. Malgré la colère et la déception qui bouillonnaient en moi, j'ai tranquillement rassemblé mes affaires. Quelques chemises, des papiers importants du tiroir, sans la réveiller, et je me suis éclipsé. En sortant, j'ai regardé la maison une dernière fois, le cœur serré. Comment pouvait-elle faire ça? Ai-je pensé, en serrant les clés si fort que ma main me faisait mal. Le malaise de ce qui se passait à l'intérieur m'a tenu éveillé toute la nuit. Les quelques fois suivantes où je suis retourné pour le reste de mes affaires, la scène était presque inchangée. La maison sale, les sols collants de saleté et de capsules de bouteilles, Megan soit épuisée, soit ivre. Une fois, elle était affalée sur le canapé, les yeux vitreux, entourée d'amis bruyants et inconnus qui riaient et buvaient. Je suis entré, essayant de rester calme, mais la rage bouillonnait à l'intérieur. Une fois, je n'ai pas pu me retenir et j'ai parlé. Megan, qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est la maison de maman. Elle a répondu d'une voix stridente. La maison de qui? Ça n'a pas d'importance. Toi et cette vieille femme, vous êtes partis de votre plein gré, tu te souviens? Maintenant, je vis comme je veux. Mêle-toi de tes affaires. Ces mots m'ont giflé, mais je suis resté silencieux. Se disputer était inutile. J'ai rassemblé mes affaires, je suis parti, la poitrine serrée de ressentiment, attendant le moment où tout exploserait enfin.
Le point de rupture est survenu un après-midi. Je rentrais à la pension après le travail, la chemise encore trempée de sueur, quand j'ai croisé Madame Carter, la gentille voisine qui habitait à côté de l'ancienne maison. Elle arrosait les plantes devant chez elle. Elle m'a fait signe de m'approcher, mais son visage semblait hésitant. « André, je dois te dire quelque chose », a-t-elle chuchoté en me tirant à l'écart comme si elle avait peur que quelqu'un entende. Mon cœur s'est emballé. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Elle a hésité, puis a dit doucement, « Dernièrement, j'ai vu Megan ramener des hommes étranges à la maison. Ils sont très affectueux, s'embrassant et s'enlaçant juste à la porte. Un gars est même resté toute la nuit et n'est parti que le matin. Je ne voulais rien dire, mais tu devrais le savoir. » Je suis resté figé au milieu de la rue, l'esprit en ébullition. Chaque mot de Madame Carter m'a poignardé droit au cœur. La rage, l'humiliation et la douleur m'ont étouffé. Mon cœur battait si fort que mes mains tremblaient. « Êtes-vous sûr? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? » ai-je balbutié, la voix brisée. Madame Carter a hoché la tête, les yeux pleins de pitié. Je l'ai vu clairement. Je ne me trompe pas, fais attention, mon cher. Je me suis détourné, les jambes lourdes comme du plomb. Des pensées chaotiques, des images de Megan avec un étranger ont inondé mon esprit. Je voulais crier. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce mariage était allé au-delà de l'indifférence. Il avait plongé directement dans la trahison. Un feu de fureur incontrôlable s'est allumé en moi, signalant qu'une confrontation inévitable n'était plus qu'à quelques instants. Je suis rentré à la pension, l'esprit en plein chaos. Le paysage des deux côtés de la route s'estompait sous le soleil déclinant de l'après-midi. Chaque fois que je m'arrêtais à un feu rouge, je serrais le volant fermement, essayant de réprimer la rage qui bouillonnait en moi. Les mots de Madame Carter résonnaient dans ma tête, mot pour mot, détail par détail, martelant mon cerveau comme des coups de masse. Le simple fait d'imaginer Megan me trahir peut-être me donnait l'impression que mon cœur allait exploser de colère et d'humiliation. Quand je suis arrivé à la chambre de la pension et que j'ai ouvert la porte, j'ai vu maman assise, appuyée contre des oreillers, lisant un vieux livre. Elle a levé les yeux et a souri. « Tu es de retour, mon fils. Comment s'est passée ta journée de travail ?» Mais son sourire a disparu dès qu'elle a vu mon visage, pâle, les yeux rouges de fureur. Je me suis assis à côté du lit et j'ai essayé de parler calmement à Veta, mais malgré tous mes efforts, la colère et le ressentiment se sont déversés dans chaque mot tremblant. « Maman, je dois te dire quelque chose », ai-je commencé, les poings serrés. « Megan. Elle me trompe. Madame Carter m'a tout dit. Elle a ramené des hommes étranges à la maison, se montrant très affectueuse juste à la porte, les laissant même passer la nuit. Je n'arrive pas à y croire. Mais tout concorde avec ce que j'ai vu. Le désordre, l'odeur d'alcool, les traces étranges. Les mots se sont déversés comme un torrent, épais de rage. Maman m'a regardé, les yeux écarquillés de choc. Sa main tremblante a cherché la mienne. « Calme-toi, mon fils. Es-tu absolument sûr? Ne tire pas de conclusions hâtives. » J'ai secoué la tête, la voix s'élevant. « Je suis certain, maman. Je vais te ramener dans notre vieille maison tout de suite. Je vais reprendre la maison qui t'a toujours appartenu. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'aussi irresponsable que Megan souiller l'endroit qui était autrefois notre sanctuaire. Elle l'a transformé en lieu de fête, et maintenant elle triche. C'est inacceptable. » J'ai déclaré que je ne pouvais plus le tolérer. Je ne pouvais plus prétendre que rien ne se passait. Mon cœur battait la chamade en pensant à la confrontation à venir. Comment Megan le nierait-elle? Est-ce que ça deviendrait violent? Maman a essayé anxieusement de me calmer, la voix tremblante, les yeux remplis d'inquiétude. « S'il te plaît, calme-toi d'abord. Ne te précipite pas, essaie de reparler à ta femme. Découvre la vérité avant de décider. Et si? C'est juste un malentendu. » Elle a serré ma main plus fort, suppliant, « J'ai peur que ta colère ne pousse les choses trop loin, que tu perdes à la fois ta famille et ton avenir. » Ces paroles m'ont tordu le cœur, mais j'ai rejeté tous les conseils. J'ai insisté sur le fait que j'en avais assez enduré et que je ne reculerais pas cette fois. J'ai déjà trop supporté, de la froideur et du mépris à la trahison d'aujourd'hui. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Repose-toi, maman. Je m'occupe du reste. Je me suis levé, rempli de détermination mêlée d'effroi,
et j'ai conduit seul jusqu'à l'ancienne maison pour affronter Megan en face. Alors que je filais dans les rues familières, mon cœur s'emballait, une sueur froide perlant. Que dira-t-elle? Pleura-t-elle ou criera-t-elle? Me demandai-je en agrippant le volant. Le vent rugissait par la fenêtre ouverte comme un avertissement de la tempête à venir. J'ai ouvert la porte et je suis entré. L'odeur d'alcool flottait encore lourdement dans l'air. Megan était affalée sur le canapé, les cheveux en désordre, le visage las, faisant défiler son téléphone sans réfléchir. Elle a levé les yeux, indifférente. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches la bagarre ?» Je me suis tenu devant elle, la voix glaciale. « Megan, nous devons parler de toi qui couches avec un autre homme. » Dès que ces mots ont quitté ma bouche, Megan s'est levée d'un bond, le visage rouge de rage. « Trompé? Où as-tu entendu ça? Qui te l'a dit? Cette vieille fouineuse de Carter, n'est-ce pas? » Elle a laissé échapper un rire venimeux. Cette vieille femme qui s'ennuie ne sait que inventer des histoires et détruire les familles des autres. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas perdu de temps à discuter. J'ai calmement énuméré tout, les fêtes toute la nuit, la maison saccagée à chaque fois que je passais, l'odeur d'alcool, même une chemise d'homme que j'avais trouvée oubliée dans la chambre. Explique, Megan. Madame Carter t'a vu ramener cet homme à la maison, vous embrasser à la porte, le laisser passer la nuit. Tu penses que je suis aveugle? Face à des preuves concrètes, Megan est restée silencieuse un instant. Une lueur de panique a traversé son visage. Ses yeux ont fui. Elle a balbutié, incapable de former une défense cohérente. J'ai déclaré ma décision sans hésitation. Nous allons divorcer, Megan. Je n'ai plus aucune raison de continuer ce mariage. Elle s'est figée, puis a explosé de fureur. Divorcer? Tu cherches juste une excuse pour abandonner tes responsabilités. Je ne quitte pas cette maison. Tu ne me mettras jamais dehors. Froidement, je l'ai informé que la maison appartenait à ma mère, pas à elle. L'acte de propriété était clair. Maman la possédait bien avant notre mariage. Tu n'as aucun droit d'être ici. Si tu ne fais pas tes valises et ne pars pas de ton plein gré, j'appellerai la police pour violation de domicile illégal. Mes mots l'ont frappé comme un coup de foudre. La rage, l'humiliation et la honte ont rendu son visage cendré. Elle a lancé quelques insultes de plus, mais acculée sans issue, elle a finalement traîné sa valise jusqu'à la porte, les yeux brûlants de haine. « Tu regretteras de m'avoir traité comme ça », a-t-elle crié avant de sortir en trombe. Après le départ de Megan, je suis retourné à la pension et j'ai ramené maman à la maison après de nombreux jours d'absence. Elle est entrée avec un mélange de joie et d'inquiétude. Ses yeux ont balayé le salon, portant encore les traces du chaos récent. Des canettes de bière par terre, la faible odeur persistante d'alcool. Pourtant, Veta m'a quand même exhorté à reconsidérer, espérant que je ne laisserais pas la colère tout couper complètement. Réfléchis-y encore, mon fils. Megan est toujours ta femme. Et si elle le regrette vraiment? J'ai tenu bon, répétant que je ne laisserais plus jamais maman vivre dans le mépris et la douleur. Non, maman. J'y ai bien réfléchi. À partir de maintenant, ce n'est que nous deux, repartant à zéro. Pas de retour en arrière. Dans les jours qui ont suivi, nous avons nettoyé la maison ensemble et sommes lentement revenus à un rythme quotidien tranquille. J'ai frotté les sols. Maman a réarrangé les choses, et les rires sont revenus progressivement. En surface, tout semblait à nouveau paisible. Mais au fond de moi, un malaise persistant couvait, avertissant que la tempête était loin d'être terminée. Chaque nuit, en m'allongeant dans mon lit, les pensées de Megan me hantaient. Que ferait-elle ensuite? Reviendrait-elle en rampant avec des excuses ou continuerait-elle à nourrir sa haine? L'anxiété rendait mon sommeil léger, comme si je me tenais au bord d'une nouvelle tempête. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail quotidien. De petits contrats de réparation électrique que j'ai réussi à obtenir par des amis. Chaque matin, je me levais tôt, préparais du café pour maman, m'asseyais avec elle pour un petit déjeuner simple, du pain grillé avec de la confiture, et j'écoutais ces histoires de mon enfance. Mais Megan ne quittait jamais mon esprit. Où était-elle allée? Vivait-elle avec cet homme maintenant? J'ai vérifié mon téléphone plusieurs fois, espérant à moitié, redoutant à moitié un message d'elle. Rien. Ce silence ressemblait à une bombe à retardement. Chaque voiture qui s'arrêtait dehors me serrait l'estomac.
Le sentiment de malaise grandissait de jour en jour, s'insinuant dans chaque recoin de la maison comme une ombre. Un après-midi californien, doux et doré, alors que j'étais assis dans le salon à réparer une vieille lampe de table et que maman préparait le dîner dans la cuisine, on a soudain frappé à la porte. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et je me suis figé. Megan se tenait là, le visage glacial, avec un homme grand et brun à ses côtés qui arborait un sourire arrogant. Ce devait être Ridge Grant, son amant, exactement comme Madame Carter l'avait décrit. Sans un mot, Megan m'a poussé et est entrée dans la maison, traînant un grand sac pour récupérer le reste de ses affaires. Juste pendant que maman et moi étions à la maison, elle a fait ses valises froidement, sans m'accorder un seul regard, sans même saluer Veta. Maman se tenait à l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux écarquillés de choc, les mains agrippant son tablier. Je suis resté planté là, le sang me montant à la tête. « Megan, qu'est-ce que tu fais ? » « Ce n'est plus ta maison, » ai-je dit en essayant de garder ma voix stable, mais mon cœur battait la chamade. Elle n'a pas répondu. Elle a juste arraché des vêtements et des produits cosmétiques du placard et les a fourrés dans le sac. Ridge s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, regardant maman et moi avec un mépris ouvert, comme si nous étions en dessous de lui. L'air dans la maison est devenu suffocant. La tension s'est répandue comme un épais brouillard. Maman a chuchoté, « Fils, laisse-la prendre ses affaires. Ne te bats pas », mais la rage bouillonnait en moi. Mes poings me faisaient mal à force de les serrer. Megan a fini rapidement, a attrapé le sac et s'est dirigée vers la porte où Ridge l'attendait avec ce sourire suffisant, lui tapotant l'épaule comme si elle était son trophée. Au début, elle semblait prête à partir, marchant vite comme si elle ne pouvait pas s'éloigner assez rapidement. Mais après quelques pas, que ce soit parce qu'elle ne pouvait pas ravaler son ressentiment ou qu'elle voulait délibérément nous provoquer, elle s'est soudainement arrêtée, s'est retournée et s'est plantée juste à l'embrasure de la porte. Ses yeux brillaient de haine alors qu'elle fixait maman et moi. « Attendez » a-t-elle craché, la voix stridente et dégoulinante de sarcasme. « Avant que je parte, laissez-moi clarifier quelque chose. André, tu penses que tu es une sorte de héros ? Entraîner cette vieille femme et ensuite me jeter dehors. Tu penses que ça fait de toi le bon gars ? » Elle a ricané, son regard nous balayant avec un mépris pur. « Vous avez vécu à mes crochets pendant des années, et maintenant vous faites la morale. Elle est toujours malade, toujours couchée à ne rien faire. Et toi ? Tu n'es qu'un mari faible qui n'a pas pu garder sa femme. » Chaque mot a poignardé directement notre dignité. Megan a serré plus fort la poignée de sa valise, sifflant entre ses dents serrées. « Tu penses que le divorce met fin à tout ça ? Je te ferai regretter aujourd'hui. » Maman est restée abasourdie, le visage pâle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues alors qu'elle s'agrippait au comptoir de la cuisine. Voir ma mère insultée de cette façon a fait sauter quelque chose en moi. La rage a explosé, brûlant toute raison. « La ferme, Megan » ai-je hurlé, me jetant sur elle, complètement hors de contrôle, le poing levé, prêt à la gifler à nouveau. Ma vision s'est brouillée, ma respiration était haletante, mes yeux brûlaient de fureur. À cet instant, Ridge s'est interposé, me bloquant agressivement, provoquant délibérément. « Touche-la et tu verras ce qui se passe » a-t-il grogné, me poussant fort à l'épaule, les yeux flamboyants. Nous nous sommes percutés, les poings volants, les coups de pied atterrissant, les bruits sourds des coups résonnants. J'ai attrapé son col. Il m'a donné un coup de poing dans l'estomac. L'air à l'extérieur de la maison est devenu suffocant de violence. Maman a crié. « Arrête, André. Ne te bats pas » mais je n'entendais rien. Seulement le sang rugissant dans mes oreilles, un mélange de terreur et d'exaltation. Le blesserais-je gravement ? La police viendrait-elle ? Le chaos crie, coups, meubles s'écrasant a attiré les voisins. Madame Carter est arrivée en courant de la maison d'un accent grave côté, le visage rouge d'avoir sprinté, agitant les bras. « Arrêtez tout de suite. »« Mais qu'est-ce que vous faites ? » Parlez-en. « Ne vous battez pas. » Elle s'est jetée entre nous, essayant de nous séparer, criant « André, calme-toi. Ne laisse pas la colère t'aveugler. Et toi, lâche-le tout de suite. » Après une lutte frénétique, nous avons finalement été séparés. Nous nous tenions tous les deux, haletants, nous fusillant du regard, le cœur battant comme des tambours de guerre. J'ai essuyé le sang du coin de ma bouche, tremblant encore d'adrénaline. Pendant ce temps, Megan n'arrêtait toujours pas. Elle continuait de lancer du venin sur Veta.
Vieille sorcière. Pour qui te prends-tu? Vivre éternellement juste pour tourmenter ton fils. Parasite inutile. En voyant maman baisser la tête, les larmes coulant sur son visage, Madame Carter a finalement craqué. Elle s'est tournée vers Veta avec un regard d'angoisse longtemps contenu, comme si elle portait un lourd secret depuis des années. Devant tout le monde, elle a lâché une phrase qui a glacé l'air. Veta, combien de temps encore vas-tu rester silencieuse et continuer à cacher la vérité sur tout? Cette phrase m'a réduit au silence. Megan et Ridge se sont raidis. Veta est restée immobile, le visage vidé de sa couleur, les yeux écarquillés de panique. Un silence de mort est tombé sur la cour avant, épais, oppressant, annonçant qu'un secret choquant était sur le point d'être révélé. Mon cœur martelait sauvagement. Une terreur m'a envahi. Quelle vérité? Qu'est-ce que maman avait caché? Je l'ai fixée, les yeux pleins de questions, mais elle a seulement baissé les yeux, ne disant rien. Megan a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ridge se tenait comme une statue. Madame Carter a soupiré profondément. Tu dois leur dire, Veta. Il est temps. Ce moment a duré une éternité. La brise du soir portait l'odeur des fleurs sauvages du jardin des voisins, pourtant l'atmosphère semblait lourde comme du plomb. Je me suis approché de maman, lui touchant l'épaule. Maman, qu'est-ce que tu m'as caché? De quoi parle Madame Carter? Elle a secoué la tête, évitant mes yeux, et un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Le malaise que j'avais ressenti pendant des jours s'est maintenant cristallisé en une clarté terrifiante. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Les voisins ont commencé à se rassembler, à chuchoter. Je savais sans l'ombre d'un doute que nos vies allaient être à nouveau bouleversées. Après les paroles choquantes de Madame Carter, Megan, Ridge et moi nous sommes tous tournés en même temps pour fixer Veta, chacun de nous les yeux pleins de confusion et d'anticipation. J'étais complètement abasourdi. Je ne pouvais pas imaginer quel secret ma mère aurait pu garder caché jusqu'à ce moment précis. Mon cœur battait la chamade, mon esprit tourbillonnait d'un flot de questions. Quel était ce secret? Avait-il un rapport avec mon père, de l'argent ou un sombre passé qu'elle avait enterré pendant des décennies? Madame Carter a soupiré et a fait un pas en arrière comme si elle regrettait déjà son éclat. La tension sur le porche était si épaisse que je pouvais entendre les feuilles bruire dans la brise pendant que les voisins chuchotaient. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Madame Veta a caché? Après quelques secondes de lourd silence, Veta s'est lentement redressée un peu. Bien que son visage soit encore pâle, sa voix tremblante portait une résolution silencieuse. André et tout le monde ici. Oui, j'ai gardé quelque chose de caché pendant très longtemps. Toute la bande de terrain le long de cette rue, chaque parcelle, m'appartient en réalité. Ces mots ont frappé comme un éclair par temps clair. Je me suis figé, mon esprit complètement vide. Le terrain le long de toute la rue, c'est-à-dire notre maison, la maison de Madame Carter, tout ce petit pâté de maison. Je l'ai regardé, balbutiant. Maman, qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-tu? Elle a continué, sa voix plus stable maintenant. Une partie, je l'ai hérité de mes parents quand j'étais jeune. Le reste, je l'ai économisé et acheté petit à petit. Pendant de nombreuses années, je me suis tué au travail, j'ai économisé chaque centime, j'ai acheté de petites parcelles et je les ai louées. Je suis resté là, les oreilles bourdonnantes, incapable de croire que la femme frugale et silencieuse qui avait frotté les sols et préparé les repas sans se plaindre toutes ces années était la propriétaire d'un bien aussi énorme. La femme que je voyais penchée à nettoyer tous les jours, cette femme était la propriétaire de tout le quartier. Je me suis tourné vers Madame Carter, cherchant désespérément la confirmation que je n'avais pas mal entendu. Elle a hoché la tête solennellement, les yeux sérieux. Ta mère dit la vérité, André. Je le sais depuis des années. J'ai été la première personne à lui louer un terrain. Le contrat est toujours là. J'étais si étourdi que j'ai dû m'agripper au cadre de la porte. Mes jambes ressemblaient à de la gelée. Je me suis appuyé contre le mur pour rester debout. Toutes ces années de pauvreté, toutes les fois où je m'étais inquiété pour l'argent, tout cela avait-il été une façade élaborée que ma mère avait créée? Elle avait vécu simplement, m'avait forcé à me débrouiller seul alors qu'en réalité, elle était riche. Mon cœur s'est emballé, une vague de choc et d'émotion me submergeant. Tout changeait. Les larmes me sont montées aux yeux en la regardant. Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je n'en avais aucune idée.
Elle m'a fait un sourire triste. Je t'expliquerai tout plus tard, mon fils. Pendant que je restais abasourdi, Megan et Ridge étaient véritablement horrifiés. L'arrogance et la suffisance ont disparu de leur visage en un instant. Megan est restée figée, la bouche bée, son visage devenant cramoisi, puis cendré. Ridge, l'homme grand et agressif qui venait de faire le malin, ressemblait maintenant à une statue, les yeux écarquillés, les bras ballants. Veta s'est tourné vers moi, sa voix plus douce mais ferme. Je l'ai gardé secret parce que je ne voulais pas que l'argent façonne qui tu deviendrais. Je n'ai jamais voulu que tu vives de la richesse familiale. Je voulais que tu te débrouilles seul, que tu connaisses la valeur du travail acharné et ce que l'argent signifie vraiment. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement mais résolument. Et tu l'as fait, André. Tu travailles. Tu prends soin de moi. Tu vis honnêtement et de manière responsable. C'est tout ce dont j'avais besoin pour être en paix. Ces paroles m'ont serré le cœur. Les larmes ont coulé sur mes joues. Donc chaque difficulté que j'avais endurée avait été sa leçon. Puis maman s'est tournée vers Megan. Son ton était grave mais pas dur. Quant à toi, ma belle-fille, dans mon plan initial, à ma mort, toute cette propriété devait vous revenir à tous les deux, à condition que vous viviez avec gentillesse, respect et dévotion filiale. Je croyais vraiment que tu serais une bonne personne, que tu prendrais soin d'André et de moi. Mais elle s'est arrêtée, regardant Megan avec un profond regret. À ces mots, Megan a baissé les yeux, le visage brûlant de honte. Elle a réalisé à ce moment-là qu'elle avait détruit tout par elle-même. Elle est restée là, tremblante, incapable de lever la tête, tout son corps rigide d'humiliation. Ridge est resté sans voix. Son mépris antérieur s'est brisé en comprenant que la maison et le terrain qu'il venait de railler appartenaient à la femme même qu'il avait insultée. Il a reculé, le visage pâle, les poings serrés comme s'il voulait frapper l'air. Incapable de supporter l'atmosphère suffocante plus longtemps, Megan et Ridge se sont recroquevillés et se sont détournés en silence. Ils se sont dépêchés de partir comme s'ils fuyaient, emportant leur honte dans l'effondrement total de leur fierté. Je les ai regardés partir, mon cœur battant toujours de tout ce qui venait de se passer. Megan a jeté un regard en arrière, les yeux rouges, mais n'a rien dit. Elle est rapidement montée dans la voiture et a disparu dans la rue. Dans les jours qui ont suivi, maman et moi avons nettoyé la maison ensemble et sommes lentement revenus au rythme de la vie quotidienne dans une atmosphère beaucoup plus calme. J'ai frotté les sols. Elle a réarrangé les choses et les rires sont revenus progressivement, bien qu'ils soient encore prudents. En surface, tout semblait réglé, mais au fond de moi, un malaise persistant couvait encore. Chaque nuit, je pensais à Megan. Que ferait-elle ensuite? Reviendrait-elle s'excuser ou continuerait-elle à nourrir sa haine? Ces pensées rendaient mon sommeil léger, comme si je me tenais au seuil d'une autre tempête. J'ai essayé de garder une vie normale. Chaque matin, je me levais tôt, préparais du café pour maman, puis je sortais pour les petits travaux de réparation électrique que j'avais trouvés par de vieux amis. Maman rangeait toujours la maison et préparait des repas simples. De la bouillie fine avec des légumes, et nous nous asseyions tous les deux à table, parlant de petites choses. « Comment s'est passée ta journée de travail, mon fils ?» demandait-elle chaleureusement. Je souriais et lui parlais d'une réparation difficile, mais mon esprit ne cessait de revenir au secret qui venait d'être révélé. Cette immense propriété apporterait-elle de nouveaux ennuis? Chaque soir, je me plongeais dans les documents, essayant de mieux comprendre les contrats de location. Pourtant, l'anxiété concernant Megan ne s'est jamais estompée. Elle savait maintenant tout et je n'avais aucune idée si elle resterait silencieuse ou reviendrait avec des plans différents. Un matin ensoleillé en Californie, je suis finalement allé au tribunal et j'ai officiellement demandé le divorce. Après tout ce qui s'était passé, l'indifférence, la trahison, et maintenant la vérité sur la propriété, je n'hésitais plus. Je me suis assis dans le bureau de l'avocat, remplissant les formulaires avec des mains légèrement tremblantes, mais un cœur plein de résolution. C'est ainsi que je ferme le chapitre, ai-je pensé, en remettant les papiers et en recevant la confirmation. La nouvelle que j'avais déposée la demande a rapidement atteint Megan, peut-être par des amis communs ou les documents du tribunal envoyés à son ancienne adresse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente quelques jours plus tard. C'était un après-midi pluvieux. J'étais assis sur le porche, réparant un vieux ventilateur, pendant que maman préparait le dîner dans la cuisine, quand on a frappé doucement. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. Megan se tenait là, l'air usé et vaincu. Aucune trace de son ancienne arrogance ou de son défi. Elle portait un vieux manteau,
les cheveux en désordre, les yeux rouges d'avoir pleuré, plus frêle et brisé que je ne l'avais jamais vue. Sans attendre d'être invitée, elle est entrée, est tombée à genoux devant Veta et a éclaté en sanglots bruyants, suppliant pour obtenir le pardon, plaidant pour revenir, promettant qu'elle changerait et vivrait avec dévouement, prenant soin de sa belle-mère. Maman, j'ai eu tort. J'ai été si égoïste. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je changerai. Je cuisinerai, je nettoierai, je prendrai soin de toi comme de ma propre mère, a-t-elle pleuré, s'agrippant au bas de la robe de Veta, les larmes coulant sur le sol. Maman l'a regardée avec des yeux pleins de pitié mêlés d'hésitation. Elle a doucement posé une main sur la tête de Megan, mais n'a rien dit. Megan s'est alors tournée vers moi, la voix tremblante. André, je regrette vraiment tout. Je réalise à quel point j'ai tout gâché. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons recommencer. Je t'aime et je le prouverai. Je l'ai regardé en silence un long moment, son visage strié de larmes, les épaules tremblantes, mais je n'ai ressenti que de la froideur à l'intérieur. Puis j'ai répondu platement, mon regard dur comme de la pierre. Non, Megan. Tu penses que je te croirais maintenant? Si la richesse de maman n'avait pas été révélée, tu ne serais jamais revenu en rampant. Tu n'es là que par cupidité. Parce que tu veux ta part? Tu m'as trahi, tu as humilié ma mère, et maintenant tu penses que quelques larmes vont tout arranger? Ma voix n'a pas vacillé, même si mon cœur battait la chamade. Et si elle explosait de colère ou suppliait encore plus? J'ai déclaré que je n'avais absolument plus aucune confiance en elle, que ce mariage était terminé pour de bon. Si elle avait autre chose à dire, nous nous verrions au tribunal. Il n'y avait plus rien à discuter. Pars et ne reviens jamais, ai-je dit en montrant la porte. Megan s'est levée, le visage tordu de ressentiment. Elle a essuyé ses larmes, mais ses yeux brûlaient de venin. Avant de sortir, elle a lancé un dernier regard haineux à maman et à moi. Puis elle est partie en trombe, les pas lourds sur le chemin, tu regretteras de m'avoir traité comme ça, a-t-elle crié avant de claquer la portière de la voiture et de s'éloigner en voiture. J'ai fermé la porte, je me suis retourné et j'ai serré maman dans mes bras. Mon cœur me faisait mal, mais je ressentais aussi un soulagement. Certaines choses font mal, mais elles doivent quand même être faites. Et tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle chuchoté en me caressant le dos. Quelques semaines plus tard, l'audience de divorce a eu lieu au tribunal local. Le processus a été rapide. Pas de biens communs, pas d'enfants, pas de litiges importants. Le juge a posé quelques questions de base, a examiné les documents et a accordé le divorce. Megan était assise de l'autre côté, le visage sans expression, ne me regardant jamais, signant les papiers avec des mains tremblantes. Quand ce fut terminé, je suis sorti, me sentant à la fois plus léger et étrangement vide, comme si j'avais enfin fermé un chapitre rempli de douleur et de trahison. Le vent soufflait dans la cour du palais de justice, emportant l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé à l'avenir. Le temps a passé et la vie pour maman et moi s'est progressivement remise en place. Nous avons retrouvé notre rythme familier. Je travaillais. Elle tenait la maison, presque comme si toutes les tempêtes étaient enfin passées. Mais un jour ordinaire, alors que je lisais dans le salon et que maman préparait du thé dans la cuisine, le son clair d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur a retenti. Je me suis levé et je suis sorti sur le porche, curieux, puis je me suis figé. Megan se tenait au portail et à côté d'elle se trouvait la silhouette familière et suffisante de Ridge. Mon cœur s'est instantanément emballé. La colère a flambé. Que pouvait-il bien vouloir de plus après que tout soit terminé? Qu'est-ce que vous faites ici? N'avez-vous pas causé assez de problèmes, ai-je grogné, m'avançant pour leur barrer le chemin. Puis j'ai remarqué une troisième personne, un homme d'âge mûr inconnu, avec une expression froide et des yeux calculateurs, portant un vieux costume et un demi-sourire qui m'a glacé le sang. J'allais leur dire de partir quand Veta est sorti de la cuisine et sa réaction m'a arrêté net. Son visage est devenu blanc comme du papier. Ses mains tremblaient si violemment que la tasse de thé a failli tomber et ses yeux se sont fixés sur l'étranger comme si elle regardait un fantôme du passé. Elle a chuchoté quelque chose d'inaudible, la voix brisée, s'agrippant au cadre de la porte pour rester debout. À cet instant, j'ai compris que cet homme était profondément lié à ma mère, peut-être une partie du passé qu'elle n'avait jamais complètement révélée. L'air devant la maison est soudain devenu lourd et suffocant, signalant qu'une nouvelle tempête, bien plus grande que le divorce, ne faisait que commencer. Je suis resté là,
le cœur battant comme des tambours de guerre, le sang me montant à la tête jusqu'à ce que mes oreilles bourdonnent. Maman est restée figée, le visage blanc comme du papier, les mains tremblantes en s'agrippant au bas de sa blouse, les yeux fixés d'horreur sur l'étrange homme d'âge mûr. Megan et Ridge se tenaient à côté de lui, souriant triomphalement comme s'ils détenaient une carte maîtresse secrète. Je me suis tourné vers maman, la voix tremblante. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-il » Mais elle n'a pas répondu, a juste secoué faiblement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Une vague de terreur a déferlé sur ma poitrine, un sombre pressentiment enveloppant la maison familière. Les trois Megan, Ridge et l'étranger sont entrés, prétendant avoir des affaires importantes à discuter. L'air dans le salon est instantanément devenu suffocant. Je les ai laissés entrer à contre-cœur et j'ai fermé la porte derrière eux, ma main agrippant la poignée si fort que ça faisait mal. Megan s'est assise sur le canapé avec un faux air de remords. Ridge s'est appuyé contre le mur, les bras croisés, et l'homme d'âge mûr s'est assis directement en face de maman, son regard balayant la pièce comme s'il évaluait de la marchandise. « Nous devons parler en privé », a-t-il dit d'une voix froide et calculatrice. Maman s'est assise, les mains toujours tremblantes. Je me suis tenu à côté d'elle, prêt à la protéger si nécessaire. La colère mêlée d'anxiété m'empêchait de rester immobile. Que voulait-il maintenant après tout? L'homme a fixé Veta un long moment, puis s'est tourné vers moi et s'est présenté comme Dorian Grant, l'ex-mari de maman et mon père biologique. Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. Je suis Dorian Grant, l'ancien mari de Veta et ton vrai père, André. Je me suis figé de choc et je me suis retourné vivement vers maman, attendant qu'elle le nie. Maman? Non, n'est-ce pas? Il ment, n'est-ce pas? Dis quelque chose, ai-je balbutié, la voix brisée. Mais Veta n'a pas nié. Son visage s'est vidé de sa couleur, les émotions tourbillonnant visiblement, les mains tremblant légèrement, un aveu indirect de la vérité. Elle a baissé la tête, les larmes tombant en grosses gouttes sur le sol. André, tout ce qu'il a dit est vrai. Il est ton père. Mon cœur s'est arrêté. Mon esprit a tourbillonné de faibles souvenirs de l'homme qui nous avait abandonnés quand j'avais 3 ans. Le fantôme dont maman avait parlé dans ses histoires, qui se tenait maintenant devant moi en chair et en os. Je ne pouvais plus me retenir. La rage a éclaté alors que je le fixais droit dans les yeux. Alors, tu es vraiment mon père? Alors comment as-tu pu nous abandonner sans cœur toutes ces années? Tu es parti avec ta maîtresse et tu nous as laissés avec rien d'autre que la honte et une montagne de dettes, ai-je crié, la voix tremblante de fureur, les poings serrés et blancs. As-tu la moindre idée de comment nous avons vécu? Maman m'a élevé seule, portant tout sur son dos pendant que je grandissais sans père. Pourquoi es-tu de retour maintenant? Dorian est resté impassible, ne faisant qu'esquisser un sourire froid. C'était le passé, mon fils. La vie n'est pas aussi simple que tu le penses. J'ai exigé de connaître la vraie raison de son retour et pourquoi il était venu avec Megan et Ridge, les personnes même qui nous avaient causé tant de douleur. Dorian a ouvertement admis que Ridge était son fils biologique d'une autre femme. Il n'a pas non plus caché son mobile. Il avait récemment entendu parler des vastes propriétés foncières de Veta et la cupidité l'avait ramené. Ridge est mon fils. J'ai découvert la propriété de Veta. Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient, a-t-il dit sans détour. Ces mots m'ont laissé sans voix. Ridge était mon demi-frère. Megan a ricané. C'est exact, André. Nous sommes une famille maintenant. Dorian a hardiment déclaré son intention. Il voulait que Veta lui donne une part de la propriété, affirmant qu'il s'agissait de biens matrimoniaux. Ce terrain est un bien commun de l'époque où nous étions mariés. J'ai droit à la moitié, a-t-il dit froidement, la cupidité évidente dans sa voix. Puis il a menacé sans hésitation. Si vous n'êtes pas d'accord, nous nous reverrons au tribunal. Je ne vous laisserai pas, toi et ce garçon, garder tout et vivre en paix. Megan est intervenue, prenant clairement son parti, son remords antérieur complètement disparu, les yeux brillants de calcul. C'est exact, maman. Il a des droits. Nous pouvons le partager équitablement, et je reviendrai m'occuper de tout le monde. Ridge se tenait là, suffisant, les bras croisés, me regardant de manière provocante, confiant maintenant que son père le soutenait. Il a ricané. Grand frère, arrête d'être têtu. Divise juste la propriété et finissons-en. Je les ai regardés, la rage bouillonnant comme le feu, la terreur montant à l'idée de ce qu'il pourrait faire ensuite.
Nous poursuivre en justice, nous menacer davantage. J'ai catégoriquement rejeté toutes les demandes, déclarant que mon soi-disant père avait perdu tous ses droits en tant que mari et père il y a des décennies. Tu n'as plus aucun droit ici. Il y a 30 ans, quand tu nous as quittés, tu as renoncé à toute prétention d'être un mari ou un père. Tu n'as pas contribué d'un seul centime pendant toutes ces années. Maintenant tu reviens en demandant une part. N'as-tu pas honte? Dehors. Si tu ne le fais pas, j'appelle la police. J'ai clairement indiqué qu'aucun des trois n'avait le droit de toucher à la propriété de maman ou de perturber à nouveau nos vies. C'est une propriété que maman a construite elle-même après ton départ. Tu ne mérites pas un sou. Dehors. Rejeté sans ménagement, Dorian est sorti en trombe, le visage rouge de colère. Megan et Ridge ont suivi, les yeux brûlants de haine. Tu le regretteras, André, a crié Megan avant de monter dans la voiture. Ils sont partis, mais l'atmosphère lourde est restée. J'ai tenu maman fermement, le cœur plein d'inquiétude. Maman, je te protégerai. Ils ne peuvent rien faire. Dans les jours qui ont suivi, des rumeurs ont commencé à se répandre dans le quartier, lancées par eux trois via des amis et les réseaux sociaux. Ils prétendaient que Veta et moi étions avides, que nous accumulions tout et refusions de donner un seul centime à l'ex-mari. Les voisins chuchotaient dans notre dos. Veta était si riche et la cachait. Maintenant, elle ne partage pas avec son ex. Des regards suspicieux et des commérages ont perturbé la paix que nous venions de retrouver. Je suis allé travailler, mal à l'aise. Maman est restée à la maison, anxieuse. N'écoute pas ce qu'ils disent, mon fils, m'a-t-elle dit. Mais je savais qu'elle était blessée. La terreur montait chaque fois qu'une voiture s'arrêtait dehors. Reviendrait-il? Peu de temps après, une plainte officielle est arrivée par la poste, déposée par l'ex-mari de Veta, mon père, Dorian Grant, demandant une division des biens matrimoniaux. Mes mains tremblaient de colère en la lisant. Ils avaient vraiment osé. Nous avons immédiatement contacté un avocat et préparé des preuves. Le procès a eu lieu quelques semaines plus tard au tribunal local de Californie. L'atmosphère était tendue sous le regard des spectateurs. Veta a présenté des preuves complètes, des documents d'héritage de ses parents, des contrats d'achat conclus avec son propre argent, des registres de location à long terme et des preuves que Dorian avait abandonné la famille sans aucune contribution financière pendant des décennies. Face à des preuves irréfutables, la demande de Dorian a été entièrement rejetée. Le juge a statué qu'il n'avait aucun droit sur les biens de Veta. La défenderesse a prouvé que la propriété a été acquise après la fin du mariage sans contribution du demandeur. Megan et Ridge étaient abasourdis dans la salle d'audience, tous leurs plans s'effondrant en un instant, les visages pâles de choc. Dorian a quitté le tribunal, humilié et furieux, incapable de prononcer un mot de protestation, sortant en silence, suivi de Megan et Ridge. Je les ai regardés partir, soulagés, mais toujours mal à l'aise. S'arrêterait-il enfin? Maman et moi sommes sortis du tribunal la tête haute, fermant enfin le fantôme d'un passé qui nous avait hantés pendant des décennies. Nous nous sommes étreints dans le couloir, maman pleurant en silence. J'ai souri, mais l'inquiétude persistait. La tempête était passée, mais ses échos demeuraient. Dans les jours qui ont suivi, la vie est lentement revenue à la normale, mais je suis devenu plus prudent, vérifiant 2 fois les documents et protégeant maman. L'anxiété concernant l'avenir s'est progressivement dissipée, et nous avons commencé un nouveau chapitre, plus libre que jamais. Après le procès, la vie de ma mère et la mienne ont tourné une page complètement nouvelle, libérée des ombres de ceux qui nous avaient autrefois blessés. Plus de menaces de Dorian, plus de regards venimeux de Megan, plus de provocations de Ridge. Tous semblaient avoir disparu de notre monde comme un cauchemar se dissolvant sous le soleil de Californie. Nous sommes retournés dans notre vieille maison, maintenant remplie d'une paix que nous avions perdue depuis longtemps, ses murs familiers baignés d'une lumière nouvelle. Chaque matin, je me réveillais sans l'ancienne lourdeur, respirant l'air pur, parfumé des fleurs sauvages de l'arrière-cour, sachant que nous étions enfin vraiment libres. Maman Veta semblait avoir rajeuni de quelques années. Son sourire brillait plus fort alors qu'elle se déplaçait dans la maison, et mon propre cœur se sentait plus léger que jamais. Même si des souvenirs occasionnels du passé apportaient encore une douleur silencieuse. Nous n'avons pas fait de changement précipité. Maman me rappelait toujours que le vrai bonheur réside dans la simplicité, non dans l'apparence extérieure. Discrètement, sans fanfare, Veta a transféré une partie de la propriété à mon nom. Simplement une compensation silencieuse pour toutes les années où son fils avait lutté. Un après-midi paisible,
elle m'a appelé dans le salon et m'a tendu les documents juridiques préparés. Sa voix était douce. André, je te transfère une partie du terrain. Non pas pour te rendre soudainement riche, mais pour compenser toutes les difficultés que tu as endurées à cause de moi. Utilise-le sagement, mon fils. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes, les larmes me montant aux yeux en la regardant. Maman, je n'en ai pas besoin. Tu m'as déjà tellement donné. Elle a secoué la tête et m'a caressé les cheveux. Cela t'appartient. Tu le mérites. Nous n'avons dit à personne, n'avons organisé aucune célébration. Nous avons simplement signé les papiers dans le bureau d'un avocat local. Une chaleur profonde a rempli mon cœur, comme si tous ces sacrifices étaient maintenant tranquillement récompensés. Je n'ai pas gardé le terrain tel quel. Je savais que le conserver inchangé pourrait attirer des ennuis inutiles. Au lieu de cela, après une consultation attentive avec l'avocat, j'ai vendu plusieurs parcelles de banlieue, celles que maman avait patiemment acquises au fil des ans, à un juste prix de marché, sans me précipiter ni me laisser sous-estimer. Les recettes ont été plus importantes que je ne l'avais imaginé, assez pour transformer un rêve de longue date en réalité. Les ventes se sont bien déroulées, grâce à un ami dans l'immobilier, et quand j'ai eu l'argent entre les mains, je me suis senti à la fois nerveux et exalté. C'était ma chance de me prouver par l'effort, non par la chance. Avec ce capital, j'ai fondé ma propre entreprise d'électricité et de mécanique. J'ai commencé petit, j'ai loué un modeste bureau en périphérie de la Californie, j'ai embauché quelques travailleurs de confiance que je connaissais d'emploi passé, et j'ai pris des contrats gérables pour minimiser les risques. Je l'ai nommé Brox Electric and Mechanical, utilisant notre nom de famille comme un rappel de nos racines. Au début, j'ai conçu un logo simple moi-même, j'ai imprimé des cartes de visite et j'ai fait du porte-à-porte sur les chantiers de construction voisins. Nous sommes spécialisés dans les réparations électriques et mécaniques. Prix juste, qualité garantie, disais-je aux entrepreneurs, la voix confiante, même si mon estomac se nouait en attendant les premiers contrats. J'ai embauché 3 travailleurs qualifiés avec qui j'avais déjà travaillé. Et nous avons commencé par de petits projets, le câblage de maison, la réparation de machines pour les magasins locaux. Tout était modeste, rien de tape à accent grave-l'œil, et c'était la meilleure façon d'honorer tout ce que maman m'avait appris. Les premiers mois ont été épuisants. J'ai personnellement inspecté les sites, signé des contrats, supervisé les progrès et souvent travaillé aux côtés de l'équipe pour m'assurer que chaque travail était parfait. Certains jours, j'étais debout à 4 heures du matin, conduisant des heures jusqu'au site, enfilant un équipement de protection, grimpant sur les toits pour réparer le câblage sous le soleil brûlant, ou rampant sous des machines jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. Trempé de sueur et les mains calleuses, je ne me suis jamais plaint. C'était l'indépendance que maman m'avait enseignée depuis l'enfance. J'encourageais les gars et nous partagions des déjeuners simples sous les arbres, parlant de la vie de tous les jours. Grâce à un travail acharné et au respect de notre parole, l'entreprise s'est progressivement constituée une clientèle stable. Les contrats ont augmenté d'année en année. Le chiffre d'affaires est passé de petits contrats résidentiels à des projets plus importants, des installations électriques complètes pour des immeubles de bureaux, des réparations de machines pour les usines locales. J'ai développé prudemment, embauché plus de travailleurs, acheté un meilleur équipement, mais n'ai jamais abandonné le principe de la qualité d'abord et de l'absence de cupidité. Le chiffre d'affaires mensuel est passé de quelques milliers à des dizaines de milliers en un an. Je me sentais fier en regardant les bilans, non pas à cause de l'argent, mais parce que c'était le fruit d'un travail honnête. Tu as si bien réussi, André. Je n'aurais jamais imaginé que ton entreprise grandirait aussi vite, a dit maman, les yeux brillants, quand je lui ai parlé d'un nouveau contrat. J'ai souri. C'est tout grâce à toi. Tu m'as appris à ne jamais abandonner. C'est comme ça que j'en suis arrivé là. L'anxiété initiale s'était transformée en élan, me poussant en avant. Veta n'avait plus à s'épuiser avec de lourdes corvées. Sa santé s'est considérablement améliorée. Son moral s'est éclairci. Elle ne frottait plus les sols de l'aube au crépuscule ni ne restait debout tard à coudre pour de l'argent supplémentaire. Maintenant, elle avait le temps de se reposer, de lire ou de se promener dans le jardin de l'arrière-cour. Les fièvres et la fatigue de sa longue maladie avaient disparu. Elle mangeait mieux, dormait profondément, et un sourire était presque toujours sur son visage. « Je me sens bien, mon fils. » Plus de soucis, a-t-elle dit alors que nous étions assis sur le porche. En la regardant, mon cœur débordait de bonheur. C'était la plus grande récompense de toutes. Nous avons déménagé dans une maison plus agréable, mais toujours modeste,
en périphérie, avec un grand jardin et un salon aéré. Pourtant, nous avons gardé notre style de vie simple et économe. Nous n'avons pas acheté de meubles chers ni de voitures de luxe. J'aime les choses simples, mon fils, a dit maman quand j'ai suggéré de nouveaux meubles. Nous avons gardé nos vieilles affaires familières, économisé l'électricité et l'eau, et mangé des repas simples. Le seul vrai changement était le confort. Nous ne nous inquiétions plus des factures, mais l'argent n'a jamais changé qui nous étions. Chaque repas de famille était paisible. Plus de mots durs, plus d'endurance forcée, seulement de la chaleur et du respect. Maman mettait de la nourriture dans mon assiette. Mange plus, mon fils. Tu travailles si dur. Je souriais, lui racontais ma journée, et elle écoutait avec des yeux fiers. Pas de dispute, pas de critique de Mégane, juste des rires résonnants dans la maison et une proximité qui réchauffait mon âme. Parfois, j'entendais des rumeurs éparses sur Mégane et les grandes par des amis ou des voisins, mais je ne m'en souciais plus. Ils appartenaient au passé. Les gens disaient que Mégane dérivait. Dorian était retourné à ses vieilles habitudes. Ridge avait eu des ennuis. J'ai simplement secoué la tête et n'ai plus posé de questions. En repensant à tout, de la pauvreté, de l'endurance, de l'humiliation et de la trahison à aujourd'hui, j'ai profondément compris la valeur de la résilience et de la dévotion filiale. Des années où maman a tout porté seule aux fois où j'ai toléré Mégane par peur de perdre ma famille, j'ai appris que la résilience n'est pas de la faiblesse. C'est la force de surmonter les tempêtes. L'amour filial pour ma mère est devenu mon fondement. La raison pour laquelle j'ai tenu bon à travers chaque épreuve. J'ai réalisé que l'argent peut faire en sorte que les gens montrent leur vrai visage. Mais seul le caractère détermine la vraie valeur d'une personne. Mégane a changé pour la richesse. Dorian est revenu par cupidité. Mais maman, avec sa gentillesse silencieuse, a créé une vraie valeur que l'argent ne peut acheter. J'ai appris que l'endurance aveugle n'est pas un noble sacrifice. Parfois, la décision est nécessaire pour protéger ceux que nous aimons. Tolérer Mégane a autrefois causé de la douleur à maman. Partir nous a sauvés. J'ai compris que la famille n'est pas un endroit où l'on doit souffrir. C'est là où l'on est protégé et chéri. Pour maman, la famille était un refuge, pas un fardeau. De la douleur de mon mariage raté, j'ai appris à ne jamais échanger le respect de soi contre une relation qui a perdu l'amour et la loyauté. J'avais supporté Mégane trop longtemps. Maintenant, je connais ma propre valeur. De la vie de maman, j'ai appris que la gentillesse silencieuse et constante peut construire quelque chose de grand sans ostentation. Elle a accumulé des richesses sans se vanter et m'a appris l'humilité. Sur cette nouvelle route, je choisis de vivre plus lentement, plus consciemment, en chérissant chaque petit moment de la vie ordinaire. Ne courant plus après le travail, je prends du temps pour maman, pour moi, et je savoure les joies simples. Pour moi, le succès ne se mesure plus en argent, mais par le sourire paisible de maman, le calme dans mon cœur et la valeur d'un travail honnête. L'entreprise grandit, mais le vrai succès est de voir maman heureuse et de me sentir en paix à l'intérieur. L'histoire se termine sur l'image de nous deux assis sur le porche dans l'après-midi tranquille. La lumière dorée du coucher de soleil se déversant sur la cour familière. Une nouvelle vie a vraiment commencé.